Bonsoir chers lecteurs, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. Ce soir, nous allons vous parler d'un petit livre qui est sorti récemment, qui a été écrit par Richard Malka. Richard Malka que vous connaissez certainement tous puisque c'est l'avocat de Charlie Hebdo et qui a écrit un petit livre, je crois de plus ou moins 70 pages. 80. Voilà, 80 pages, qui pour moi est véritablement un livre nécessaire aujourd'hui qui devrait être enseigné à l'école, qui devrait être lu par les jeunes depuis le plus jeune âge parce que c'est une véritable ode, je dirais, ou une plaidoirie pour la liberté d'expression. En effet, ce livre qui s'appelle Le droit d'emmerder Dieu, eh bien, dans ce livre, Malka, l'avocat donc de Charlie Hebdo, publie l'intégrale de sa plaidoirie qu'il a livrée pour le procès lors des attentats de Charlie. De Charlie, exactement, de 2015. Parce que, il faut savoir une chose, c'est que lorsque ce procès a eu lieu, la plaidoirie de Malka a dû être écourtée parce qu'il y a eu le Covid qui s'est invité, il y a eu d'autres attentats et donc ils ont dû, la justice, au fait, composer avec le temps et quelque part cette plaidoirie n'a pas été livrée dans son entièreté. Donc, il en a fait un livre. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas pu justement assister à ce moment de plaidoirie qui a quand même été un moment sans doute très particulier, eh bien, ce livre nous offre la possibilité de réfléchir à l'essentiel. Alors, pour vous parler un petit peu, donc, bien sûr, on n'en doute pas une seconde, ce livre parle de liberté d'expression, qui est finalement le gage du bon fonctionnement dans un pays, dans une société démocratique. Et malheureusement, on le sait tous, la liberté d'expression entraîne de lourds prix à payer, souvent, mais malheureusement, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Alors, le livre est construit très, très intelligemment en 4 ou 5 chapitres, parce qu'il nous explique, en fait, l'origine des caricatures de Mahomet, que Yves va vous expliquer tout de suite, qu'on a toujours cru, et je pense que la plupart des gens ne sont même pas au courant de cette origine, à quel point elle est fausse et elle a été falsifiée, jusqu'à l'importance justement de la liberté d'expression. Chaque chapitre aborde d'un côté le côté des bourreaux, d'un autre côté le côté des victimes, mais aussi qui a finalement... Quelle partie de la société est responsable aussi pour avoir justement permis à ces extrémistes d'aller aussi loin dans leur discours. Donc, pas seulement dans leur discours, dans leurs actes. Dans leurs actes surtout. Et donc, chaque chapitre est à lire comme un petit passage qui se tient par lui-même. Donc Yves, peut-être que tu expliques avant tout, je pense... l'importance justement de ces caricatures de Mahomet qui, dès le départ, ont été une falsification pas possible et qui ont mené à tout ce qui a suivi par la suite. L'histoire commence en fait en 2006. Un journal danois publie les caricatures de Mahomet. Et plusieurs imams danois vont falsifier ce document, c'est-à-dire qu'aux 10 caricatures publiées par le journal, ils vont ajouter 3 caricatures de leur cru et qui sont beaucoup plus violentes encore que les caricatures d'origine. Qui ne sont pas les caricatures du journal, exactement. Oui, les caricatures ajoutées par les imams sont plus violentes et elles ne figurent évidemment pas au départ dans le journal. Et cette falsification va mettre quasiment 10 ans à faire ses effets et va s'achever par la tuerie qui a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. Entre-temps, d'ailleurs, il y a eu, quelques années plus tôt, un incendie des locaux de Charlie Hebdo, parce que toute la question, c'est le côté absolument remarquable de cette plaidoirie. Malka ne plaide pas contre les bourreaux. Il le dit d'ailleurs. Il plaide
pour la liberté d'expression. Il dit que on a le droit, d'une certaine manière, il dit qu'on a le droit de se moquer de tout. On peut se moquer d'une religion, on ne se moquera pas d'un homme qui croit, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et il revendique la loi de 1905 sur la laïcité, et il défend pied à pied la liberté à la fois de s'exprimer, la liberté de dessiner. Oui, c'est exactement ça, parce qu'il dit justement, ne pas respecter une religion est tout à fait un droit. Le droit de ne pas être d'accord avec un dogme, une croyance, on peut en débattre, tout ça, on a le droit. Ce qui ne va pas, c'est cela. En fait, ce qui ne va pas, c'est qu'il faut aujourd'hui pouvoir discuter avec l'autre tout en vivant ensemble. Il faut, bien sûr, on peut contredire et ne pas être d'accord avec la religion, mais c'est pas pour ça qu'on ne respecte pas la personne ou qu'on ne respecte pas justement la religion. Donc voilà, il faut un échange. La plaidoirie est très intelligemment construite, et tout le monde finalement en prend pour son grade. Les politiques, bien entendu, qu'ils soient de droite ou de gauche, peu importe, mais également les intellectuels et les universitaires. Je voudrais vous lire un passage qui me semble extrêmement important. Il est un tout petit peu long, vous me pardonnerez, mais il me semble que c'est absolument essentiel. Il écrit: à nous de rire, de dessiner, de jouir de nos libertés, de vivre la tête haute face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névrose et de frustration, en coproduction avec des universitaires gavés de communautarisme anglo-saxon et d'intellectuels hérités de ceux qui ont soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle, de Staline à Pol Pot. C'est à nous de nous battre, comme l'a dit Riss, pour rester libres, nous et ceux qui nous succéderont. Voilà ce qui se joue aujourd'hui. Et dans ces quelques lignes, Malka résume toute la portée de ce procès. Et il le dit d'ailleurs très bien, parce que finalement, qui a jeté de l'huile sur le feu à retardement? Eh bien, en fait, il va pas par quatre chemins. Pour lui, tous les gens, les politiciens ont une responsabilité énorme. Il dit par exemple que voilà, il y a tous ces lâches comme Chirac, Villepin en tête, Ayrault et tous ces intellectuels comme Emmanuel Todd, Pascal Boniface. Eh bien, tous ces gens-là ont quelque part... non, ils ont une part de responsabilité, pas ouais. Quelque part. Ils ont véritablement une part de responsabilité. En fait, Malka dénonce chez les politiques et chez les intellectuels ou pseudo-intellectuels, il dénonce ni plus ni moins que l'esprit de Munich. Tout à fait. Il dit qu'on n'a pas le droit de reculer face au fanatisme. Churchill avait dit, après les accords de Munich, il avait dit, en s'adressant à Chamberlain, vous avez voulu la paix, vous aurez la guerre et le déshonneur. Et en fait, ce qui ressort de ce livre, c'est que tous ces politiques, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, indépendamment de leur méconnaissance complète de ce que sont de l'islam. Il en parle à propos de Guigou, qui dit que toutes les religions sont des religions de paix et d'amour, et il lui dit qu'elle devrait lire et le Coran et la Torah, et elle se rendrait compte que ce ne sont pas des religions de paix et d'amour, que la seule serait le christianisme. Mais le problème, c'est que le christianisme, lui, a tant de sang sur les mains avec la Saint-Barthélemy, etc., les croisades, que on peut décemment pas prendre le christianisme en exemple. Il y a aussi une chose importante, c'est que toutes ces valeurs de gauche qui sont là pour défendre les minorités, les opprimés, eh bien, tous ceux-là aussi ont... il cite par exemple l'écrivain Virginie Despentes, qui prend effrayant. Quelque part... à force de victimiser ces extrémistes, eh bien, quelque part, à force de demander, d'essayer de comprendre, etc., eh bien, c'est là où, finalement, on leur donne les outils
pour arriver là où on en est arrivé. Oui, on leur donne les raisons pour Oui, en arriver là où exactement. nous en sommes arrivés. Il n'y a rien à comprendre dans tout ça. Il y a à agir. Et c'est ce qu'il dit, Malka. À nous de rire, à nous de défendre notre patrimoine culturel face au fanatisme. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça concerne chacun d'entre nous. Anouk le disait très justement en commençant. Tous les jeunes gens, les jeunes filles devraient lire ce livre quand on sait les menaces qui planent sur la culture occidentale. Il y a encore une chose qu'il dit aussi, il dit « Les croyances ne peuvent jamais exiger le respect, seuls les hommes y ont droit ». Aucune croyance, aucune idée, aucune opinion ne peut exiger de ne pas être débattue, critiquée, caricaturée. Parce qu'à défaut, on n'accepterait plus de vivre qu'entre personnes pensant la même chose. Et c'est justement là, c'est l'altérité, qui fait justement que là, le débat devient intéressant. On ne reste pas dans la même opinion, on écoute des opinions différentes qui nous permettent justement de nous remettre en question. Et donc, justement, toute controverse qui pourrait être estimée offensante, eh bien non, justement, c'est une forme d'intelligence et ça nous empêche d'arriver vers ce chemin de l'obscurantisme où il n'y a pas de place pour le débat. Oui, mais pas uniquement l'obscurantisme, tout totalitarisme. Oui, aussi. Il reprend d'ailleurs à son compte une pensée de Voltaire, dont j'ai oublié la formulation exacte, mais lorsqu'il parle de Daniel Obono, qui trouve que Charlie symbolise une insupportable violence politique, idéologique et symbolique, et que elle ne pleurera pas sur Charlie Hebdo. Elle ne pleurera pas sur les victimes, et il écrit « Elle a le droit d'avoir ses opinions. Ses idées me blessent, me heurtent et m'offensent, mais je ne cherche pas à les interdire. Et au contraire, je me battrai pour qu'elle puisse avoir le droit de continuer à les exprimer. » C'est ce que dit Voltaire à je ne sais plus qui, quand un noble qui lui reproche ses pensées, il dit nous ne sommes pas d'accord, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de les exprimer. C'est ça la règle démocratique. Il y a aussi, avec lequel ils ont beaucoup joué justement, ces bourreaux, c'est la victimisation, c'est-à-dire que et la culpabilisation qui va avec. Exactement, parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre au fait que tous ces textes qui ont été écrits, toutes ces bêtises, tous ces articles qui ont été écrits, ces prises de parole qui expliquaient qu'il serait responsable d'abandonner les caricatures de l'islam pour en faire une religion d'exception. Ben, c'est là où est le danger. C'est là, à vouloir protéger justement ces sensibilités de ceux qui s'estimaient victimes de l'islamophobie de Charlie Hebdo. Supposé, pardon. Voilà, exactement. Alors que, faut pas oublier non plus une chose, c'est que Charlie a été, depuis toujours, de tous les combats antiracistes, avec SOS Racisme, avec l'UEJF, dont personne n'avait jamais entendu. Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est que toutes ces prises de parole, tous ces articles ont transformé finalement les membres de Charlie en victimes sacrificielles d'une vengeance aussi dramatique qu'absurde. Oui, d'ailleurs, quand il parle des organisations antiracistes, il cite la loi de la Ligue des droits de l'homme, qui a été fondée, si mes souvenirs sont bons, par Falampin, qui était un de ceux qui se sont battus pour la loi de 1905, et mais je sais plus ce que je voulais dire. Alors moi, je voudrais quand même encore revenir sur une chose que je pense pas tout le monde est au courant et qu'on a vite passé au départ. Moi, je n'étais pas au courant et j'ai parlé un peu autour de moi. Toi, tu étais au courant, mais moi pas. Et j'en ai parlé un peu autour. Il faut savoir que l'histoire des caricatures à l'époque... On en a parlé. Hein. Oui, on en a parlé, mais... Ah oui, c'est juste, tu l'as dit d'ailleurs, qu'au fait, ils ont ajouté 3 caricatures. C'est une escroquerie, sur toute la ligne. L'islam n'est pas plus une religion à mettre à part
une autre religion, quelle qu'elle soit. Ils ont à accepter une culture qui est la nôtre et ils n'ont pas à nous l'interdire. C'est ce combat-là que livre Charlie. Je vais faire une parenthèse, mais moi l'aventure de Harakiri d'abord et de Charlie ensuite, c'est une aventure que j'ai vécu en direct parce que j'étais adolescent quand Charlie Harakiri est sorti au début avec le slogan Harakiri, le journal bête et méchant. Si vous n'avez pas d'argent, volez-le. C'était un journal qui arrivait dans la France corsetée de Gaulle. Comprenons-nous bien, c'était la France corsetée de Gaulle, j'y ai vécu, je le reconnais, mais elle était cette corsetation, je ne sais pas quel est le mot, était une nécessité parce que c'était un pays qui était dans l'abîme. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir, il a fait ce qu'il fallait pour le redresser, il a mis 1 an pour le redresser. Mais c'était quelque chose de très encadré, de très strict, de pas très rigolo. D'où d'ailleurs mai 68. Parce que en mai 68, c'est toute une génération qui se révolte contre cette autorité. Moi, j'ai jamais pensé que mai 68 était une révolution. C'était une façon de faire progresser finalement les choses. Oui, c'était un grand monôme de Bach à l'échelle de toute une génération et qui se retournait contre le père du pays et qui était De Gaulle à ce moment-là. Voilà, c'est pas autre chose. C'était une grande fête. J'ai vécu 68. C'était une très très grande fête et les filles étaient jolies ce temps-là. J'ai vécu tout ça. Je connais les combats de Harakiri d'abord, de Charlie ensuite. Ils sont une part de l'honneur de la France. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Bien sûr, ils défendent des valeurs républicaines. Ils défendent, oui, mais eux-mêmes, ils acceptent, ils savent ce qu'ils font. Ils acceptent ce sacrifice en sachant que ça va leur retomber dessus. Bah oui, puisque le droit ils vont au bout. Tous protégés, etc. Oui, non, mais ils vivent plus que protégés. Le journal, personne n'en connaît l'adresse aujourd'hui. C'est un bunker. Quand il y a eu l'attentat récemment rue Appert avec l'attentat à la hache, Charlie avait fait une dans laquelle il disait on a déménagé, bande de cons. Mais personne ne le savait. Voilà. Il y a quand même encore une chose que je vais dire, parce que finalement, je sais pas, j'ai lu un avis d'un lecteur qui disait finalement, et je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort, Macron, après la décapitation de Samuel Paty, est finalement le seul, un des seuls politiciens qui prend les choses en main, qui a décidé d'attaquer ses bourreaux, qui ne va pas, je dirais, rentrer dans tous ces discours de victimisation. Et finalement, je trouve que c'est vrai, parce que quand on regarde dans le passé, quand on regarde à l'époque Villepin, quand on regarde Mélenchon, ça on n'en parle même pas, mais Mélenchon qui est fondamentalement antisémite, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, mais voilà, ce sont en général des gens qui sont toujours là pour donner des bonnes leçons, qui sont toujours là c'est toujours l'idée du plus fort qui devrait protéger le plus faible. Ben voilà, je veux dire... Pardon de t'interrompre, c'est l'angélisme de la gauche qui nous a conduit là. Quand Anouk parle de Macron, elle a parfaitement raison, mais il se trouve que Macron est le seul homme politique de la France aujourd'hui. Oui, les autres sont des pantins, et ne parlons pas de Zemmour. C'est un autre débat. On revient vers vous la semaine prochaine. Le droit d'emmerder Dieu, tout est dit dans le titre. Il faut le lire, il faut vraiment le lire et le faire lire autour de vous, parce que c'est un livre qui est extrêmement important. On peut penser que c'est un petit peu simpliste, mais en fait, pour que tout le monde puisse comprendre, il faut que ce soit simple. Et il est simple, Malka. C'est très très émouvant à certains moments. C'est un texte remarquable, court, et facile à admirablement écrit, et qui est à la portée de n'importe qui. Tout à fait. C'est pour ça que je vous recommande très très vivement de lire ce livre, qui est un livre très salubre.
il n'y en a pas tant. Bonne soirée Yves. Bonne soirée Anouk.